Dans les capsules précédentes, nous avons abordé l'agilité comme étant une habileté propre aux personnes ou une caractéristique propre à certaines entreprises. Dans la présente capsule, l'agilité sera plutôt envisagée comme une manière d'appréhender la complexité du monde dans lequel nous vivons. Plusieurs des enjeux planétaires auxquels nous sommes confrontés, notamment celui du développement durable, exigent d'aller au-delà des réponses simplistes trop souvent proposées dans les médias. Il s'avère donc pertinent de continuer à réfléchir aux tenants et aboutissants de l'agilité. L'agilité, c'est la capacité à avoir des opportunités là où les contraires nous aveuglent la plupart du temps sur des possibilités d'avenir nouveaux. On l'apprend beaucoup dans l'improvisation, par exemple. La capacité d'improvisation, c'est la capacité à faire du nouveau avec des éléments contraires ou des éléments inattendus. Et je crois que l'agilité, c'est d'abord ça. En tout cas, c'est aussi ça. Que cette capacité à utiliser les plus et les moins pour aller dans des zones que le plus ou le moins ne nous permettait pas d'envisager d'une certaine façon. L'agilité semble être une vertu importante pour proposer des solutions nouvelles aux enjeux contemporains. D'ailleurs, les personnes qui se préoccupent du développement durable mettent souvent l'accent sur la nécessité de jongler avec, voire de transcender ces piliers économiques, environnementaux et sociaux. L'une des plus grandes difficultés du développement durable, c'est justement la nécessité d'arbitrer entre ces différents piliers. Donc on pense d'abord évidemment au pilier économique, environnemental et social. De plus en plus, on parle du pilier culturel également. Mais si l'équilibre était facile à trouver, le développement durable ne serait pas un défi depuis 1987, quand il a pour la première fois été formulé par la commission Brundtland. Encore aujourd'hui, toutes les organisations, qu'elles soient publiques, privées, communautaires, tentent de rivaliser d'ingéniosité pour trouver des solutions à la difficulté de conciliation. Comment maximiser des profits quand par ailleurs vous devez réduire votre empreinte écologique, quand vous devez limiter votre impact négatif sur l'ensemble de la société, la distribution des richesses. C'est d'autant plus difficile que le contexte externe change. La réalité à laquelle les entreprises sont confrontées n'arrête pas de se transformer. La concurrence change, les ressources disponibles changent, la régulation établie par les États, elle aussi, se modifie. Donc dans ce contexte-là, la nécessité de repenser le développement durable et de trouver un équilibre est permanente. Et c'est ça qui en fait une notion jamais aboutie. Alors comment opérer un arbitrage entre les différentes dimensions du développement durable? D'abord, la notion d'arbitrage, elle suppose implicitement qu'il y ait une opposition, qu'il y ait un conflit. Par exemple, si on prend la dimension économie-environnement, si je dis il faut absolument arbitrer entre l'environnement et l'économie, ça suppose que si on met plus d'efforts sur l'environnement, ça va coûter plus cher, et si on privilégie l'économie, on ne va pas tenir compte de l'environnement. Or, ces aspects-là, évidemment, doivent être intégrés. Donc, je pense qu'évidemment qu'il faut essayer de dépasser ces oppositions. Mais c'est facile de dire ça. Il faut plutôt se poser la question, à quelles conditions il est possible d'avoir une synergie entre les objectifs environnementaux, sociaux et économiques. Si on prend le cas des enjeux environnementaux sur lesquels j'ai plus particulièrement travaillé, la relation gagnant-gagnant entre objectifs économiques et environnementaux, elle n'est pas toujours facile à obtenir. Parce que dans une même organisation, on peut trouver de très nombreux exemples comme quoi des actions environnementales ne sont pas rentables, et de nombreux exemples dans lesquels elles sont rentables. Donc la question c'est comment faire en sorte de prioriser les aspects évidemment qui sont à la fois intéressants sur le point de vue économique et environnemental, mais ça ne signifie pas qu'il faut laisser de côté des actions environnementales qui sont essentielles et qui ne sont pas nécessairement rentables à court terme. Elles peuvent être plus rentables à plus long terme. Cette relation économie-environnement, elle dépend de plusieurs facteurs. Moi, ce que j'ai observé dans mes recherches, par exemple, c'est que l'implication des employés, la participation aux actions environnementales, le fait que les employés sont sollicités pour avoir des idées sur la façon de réduire les impacts, souvent débouchaient sur des actions, sur des pratiques qui étaient à la fois efficaces et relativement peu coûteuses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire appel à des solutions d'ingénierie plus globales, mais souvent ces solutions peuvent être coûteuses pour l'entreprise.
Donc on voit là qu'il y a un aspect participation qui est important dans l'organisation. L'écologie industrielle est un moyen aussi, quand c'est possible de faire d'écologie industrielle ou d'économie circulaire, d'avoir certaines sources de revenus associées à la valorisation des déchets de l'entreprise, par exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans bien des cas, le fait de se préoccuper de la responsabilité sociale et environnementale des organisations, ça permet d'aboutir à des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé si on n'avait pas fait cet exercice et si on était centré uniquement sur les enjeux économiques, parce que ça appelle justement un examen de l'ensemble des pratiques de l'entreprise, une vision globale, une vision systémique de l'organisation. Quant à l'aspect social, je pense qu'il est souvent lié à l'aspect environnemental. Une entreprise qui est propre, une entreprise qui pollue peu, souvent est une entreprise dans laquelle il va y avoir plus de bien-être au travail. En tout cas, il y aura moins de problèmes de santé-sécurité au travail, parce qu'il ne faut pas oublier que les employés, souvent, ce sont les premiers à subir les impacts de la pollution d'une organisation. Et aussi, il ne faut pas oublier le fait que souvent, ils sont motivés pour agir dans ce domaine-là. Comme le professeur Olivier Boiral vient de le montrer, les activités des entreprises autour d'un pilier du développement durable peuvent avoir des conséquences inattendues, positives ou négatives, sur les autres piliers. Ça illustre bien la notion de complexité, un phénomène que le professeur Olin Gunnlaugson propose d'aborder à l'aide de l'acronyme VUCA, que nous traduisons en français par VICA. One of the defining characteristics of 21st century organizational life is complexity. Actually, there's a term coined in the 90s called VUCA. It's the acronym that stands for volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. This term initially was coined by the American military. Interestingly, management scholars picked up on this in the early 2000s, and now it's part of the more current vernacular of speaking about our current life conditions. So VUCA gives us a lens. It gives us a way of analyzing this complexity. It helps us become more sensitive to what's going on when we're in a complex situation. It brings in those 4 variables in a way that helps managers and leaders work in the territory that was before a bit unclear. So the VUCA aspect turns on the light on complexity, and it gives us a language to address and engage that in a way that gives us traction and gives us places where we can engage our projects, our change initiatives, this kind of thing. And so in general, I would say that complexity is becoming a prevailing condition in our world. We are increasingly exposed to complexity in our day-to-day life as well as in our organizations. And this becomes a bit of an overwhelming kind of experience for most people, because day-to-day life usually has a kind of simplicity to it. So too much complexity, and then we start to lose touch with some of the more traditional wisdom that is useful to managers and leaders. And so the VUCA framework is really just a way for us to frame complexity in a new and more engaging way, help us manage it with more effectiveness. Si on revient à la définition de la complexité, ça vient du latin complexus, qui signifie tisser ensemble. Alors, quand on parle de développement durable, finalement, on se réfère à des enjeux qui sont à la fois sociaux, économiques, environnementaux. Donc, c'est vraiment complexe. Ce ne sont pas des enjeux qui sont très pointus, très spécifiques, mais c'est plutôt un ensemble d'enjeux qui sont interdépendants. Il existe plusieurs façons d'appréhender et de gérer la complexité en entreprise. Une des façons que moi j'apprécie le plus, c'est de parler de paradoxe. Un paradoxe, c'est la présence d'éléments contradictoires, néanmoins interreliés, qui existent simultanément et qui perdurent en entreprise. Pour le dire simplement, en entreprise, il existe 4 grandes familles ou catégories de paradoxes. Il y a d'abord les paradoxes de l'appartenance. Ce sont les paradoxes qui sont liés aux différents rôles que l'on retrouve en entreprise. Les paradoxes de l'organisation sont liés aux structures, aux processus, à l'organisation verticale, horizontale de l'entreprise. Les paradoxes de l'apprentissage opposent les besoins de changement aux besoins de stabilité en organisation. Et finalement, les paradoxes de la performance opposent différents critères,
la performance sociale, la performance économique, l'efficacité, l'efficience. Et donc, en entreprise, il y a plein de situations, il y a plein de tensions comme celle-ci qui sont paradoxales et qui demandent à être gérées. On peut s'y prendre de plein de façons pour les gérer. On peut essayer de nier l'existence d'un des pôles. On peut essayer de confronter les pôles et de voir ce qui va émerger. Ou on peut aussi essayer de transcender les pôles. Quand on est confronté au paradoxe, on peut avoir l'impression qu'il n'y a rien à faire. Mais en fait, la première chose à faire, c'est de prendre conscience que la vie, en général, mais que la vie en entreprise est composée de paradoxes. Et une fois qu'on prend conscience qu'il y a des pôles en tension, on peut essayer, à la fois individuellement ou collectivement, de les gérer. Il n'y a pas de solution universelle pour gérer les paradoxes. Mais il n'y a clairement pas de solution si on n'en prend pas compte. Nous vivons tous dans un monde où nous avons l'impression d'être pris dans un sens et dans l'autre et de ne pas savoir quel camp choisir d'une certaine façon, comme si on voulait chaque fois nous faire choisir un camp. Je crois que c'est parce qu'on est au carrefour des opposés et des oppositions que des opportunités nouvelles sont possibles. Je crois que nous avons la chance de vivre dans un environnement paradoxal, dans un environnement contradictoire. Et parce qu'il y a cette contradiction, parce qu'il y a ces paradoxes, parce qu'il y a ces opposés, ces contraires, alors, j'allais dire, il sème un terrain favorable à la création de nouveaux, d'opportunités, d'évolution. Et c'est parce que nous sommes comme ça que ces nouveautés sont possibles. Donc il faut le vivre en tant que tel, mais il ne faut pas, j'allais dire, succomber à la tentation de préférer une mouvance plutôt qu'une autre, mais d'essayer de les dépasser. Et c'est, je pense, l'essentiel de la gestion de la complexité. Je pense que ça doit être l'essentiel du management responsable dans les années qui viennent. La complexité suppose une capacité dans les entreprises de gérer des enjeux interdisciplinaires et pour cela, eh bien, il faut absolument apprendre à travailler en équipe. C'est vraiment des compétences sur la capacité à travailler en équipe, sur l'ouverture d'esprit, être capable de remettre en cause une vision qui peut être un peu restreinte par notre propre formation, restreinte par notre spécialisation. Je m'intéresse tout particulièrement aux entreprises alternatives, les entreprises à la marge, en périphérie, qui ne sont pas dans l'économie traditionnelle. Ces entreprises-là, comme des petites coopératives, des petites associations qu'on retrouve partout dans le monde, vivent des paradoxes continuels. Et dans mes recherches, j'essaie de voir comment on peut comprendre ces paradoxes-là et comment on peut les gérer. Parmi les paradoxes que vivent les entreprises alternatives, c'est la tension entre la démocratie et la hiérarchie. D'un côté, on voit que ces entreprises-là veulent vivre une vie démocratique plus forte, mais ont tout de même besoin d'une certaine structure. Donc souvent, il y a une tension entre ces deux éléments-là. Les entreprises alternatives ont à la fois besoin d'avoir un rendement social, c'est souvent pour la raison pour laquelle elles existent, et aussi un rendement économique si elles veulent perdurer. Ce type d'entreprise-là mise souvent aussi sur une culture organisationnelle très forte. Mais évidemment, les gens qui vivent dans l'organisation ont aussi des objectifs individuels, des désirs qui sont parfois distincts de la culture de l'organisation. Les entreprises alternatives vivent aussi souvent une tension entre, d'un côté, le fait de rester alternatif dans son petit coin, et de l'autre côté, d'aller se frotter, se confronter au marché, aux entreprises plus conventionnelles. Ce qui fait en sorte que ces entreprises sont tout à fait intéressantes à étudier dans la manière dont elles tentent de gérer ces paradoxes qu'elles vivent. Pour conclure cette capsule, le professeur Christophe Roux-Dufort nous suggère d'aborder la complexité avec un certain recul par rapport à ce qu'il appelle le régime d'urgence généralisé, qui semble être devenu la norme dans nos sociétés modernes. Autrement dit, il nous propose de se donner du temps, de l'espace et de la profondeur afin de prendre des décisions qui seront bénéfiques pour l'avenir de l'humanité sur la planète.
La complexité, c'est un mot et un sujet qu'on emploie beaucoup aujourd'hui. C'est comme le mot crise, on l'emploie tellement qu'il en a perdu un peu son sens. Ce qu'on peut constater, une fois encore, dans les travaux que j'ai pu faire sur l'urgence dans les sociétés, c'est que nous vivons sur un rythme, et un rythme de l'urgence. Nous sommes en permanence dans l'urgence, en tout cas c'est ce que nous nous racontons, et nous perdons la notion du temps. Et ce régime d'urgence généralisé incite de plus en plus au prêt à utiliser, au prêt à penser. Même dans les séminaires de gestion qu'on peut faire, dans les séminaires de formation au management qu'on peut faire, la plupart du temps, les gens veulent des outils prêts à utiliser, prêts à penser, comme s'ils voulaient, à travers l'outil, faire fi de leur capacité à penser, de leur capacité à se poser des questions. Là, on rentre véritablement dans la gestion de la complexité. Je crois qu'il y a 3 dimensions à prendre en compte dans la gestion de la complexité. Il y a une dimension temporelle. Je crois que, et c'est, je pense, l'apanage des vrais leaders, de se donner un certain temps, de prendre le courage d'avoir du recul sur les situations, de se questionner sur les situations, pour en prendre, j'allais dire, la teneur, pour en prendre l'épaisseur véritablement, pour embrasser les dimensions de cette situation-là. Et ça, c'est le temps qui le permet. Or, lorsqu'on quitte le régime de l'urgence, on récupère, j'allais dire, de la marge de manœuvre temporelle pour tout d'un coup rentrer dans cette épaisseur des problèmes que l'on a à traiter, des situations qu'on a à gérer, de la complexité d'une certaine façon. La deuxième dimension, je crois que c'est l'espace. Je crois que nous devons réapprendre à embrasser large. Comme nous sommes sur des visions à court terme, là on récupère l'échelle du temps, mais comme nous sommes sur des visions à très court terme, comme on est jugé, mesuré, évalué sur des échéances à très court terme, nous avons une vision de l'espace qui est extrêmement restreinte, qui va s'intéresser aux acteurs, aux composants, aux parties prenantes que l'on considère pertinentes par rapport à cette petite échéance. Mais si on regarde à plus longue échéance, l'éventail des parties prenantes, l'éventail des enjeux s'élargit, se complexifie. Quand je pense qu'aujourd'hui, en France, l'organisation qui gère toute la production électrique en France se pose la question de savoir comment les populations d'ici 4000 ans seront informées qu'il y a des lieux de stockage de déchets nucléaires. Alors que dans 4000 ans, plus personne ne parlera les mêmes langues, les cultures seront sans doute complètement différentes. On est sur des réflexions extrêmement complexes. Et donc, j'allais dire, en élargissant la pensée dans le temps, tout d'un coup, on élargit la pensée dans l'espace. Et à ce moment-là, on récupère de la complexité dans sa façon de penser les choses. Et la troisième dimension, qui me semble extrêmement importante aussi, c'est une dimension de profondeur. C'est-à-dire de sentir à quel point le monde tel que nous le percevons est une projection de la façon dont nous sommes structurés mentalement, émotionnellement. Nous construisons le monde selon ce que nous sommes. Ce qui fait que certains grands textes philosophiques disent que nous ne voyons jamais le monde, mais nous ne voyons que notre monde. Ceci n'est pas un problème en tant que l'on a conscience que c'est bien que notre monde que nous voyons et non pas le monde. Et donc il faut aussi avoir cette capacité à sentir à quel point le monde que nous construisons n'est que la projection de la façon dont nous nous représentons. Si on arrive à combiner ces 3 dimensions, se projeter loin, et récupérer de la marge de temps, de la marge de manœuvre temporelle, embrasser large et sentir à quel point nous ne faisons que projeter sur le monde ce que nous sommes, alors à ce moment-là, on récupère véritablement une vraie gestion de la complexité. On a un regard plus complexe, plus épais sur véritablement le monde tel qu'il est. L'essentiel des défis humains actuels n'est pas tant imputable à la complexité du monde qu'au manque de complexité des façons de voir, de penser, d'agir qu'on endosse inconsciemment pour y faire face. Autrement dit, les problèmes qu'on observe dans le monde extérieur sont généralement le reflet des limites de nos représentations, des théories qu'on a développées pour composer avec le monde puis qu'on met constamment en action. La grande majorité d'entre nous opérons selon la croyance qu'il n'y a pas assez de ressources pour répondre aux besoins de tous. Ça nous place dans un rapport de compétition continuelle. Si on remettait en question cette croyance-là, on pourrait tout aussi bien se concerter puis se mobiliser pour amener une meilleure répartition, une répartition beaucoup plus équitable qui servirait notre mieux-être individuel et collectif. Nous, habitants de l'Occident, depuis plusieurs siècles, nous avons développé une quantité absolument astronomique de richesses. Qui nous a valu et qui nous permet encore aujourd'hui une qualité de vie absolument exceptionnelle. Lorsqu'on regarde cela avec le recul de toute l'histoire, la vie que nous vivons aujourd'hui, notamment en Occident et dans les pays développés, est absolument exceptionnelle. Et ça, il ne faut absolument pas le renier.
En revanche, on est aujourd'hui dans une situation qui est un peu paradoxale, qui est même très paradoxale, et qui risque de faire de nous, dans des années et des années, j'allais dire des monstres de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, chaque fois que nous créons un point de richesse, nous créons 10 points de pauvreté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'accumulation de richesse devient beaucoup plus destructrice de richesse par ailleurs, et que nous sommes dans un monde qui devient de plus en plus duel entre, d'une part, des pays qui possèdent des choses et qui s'engagent dans des politiques de protection de leurs biens de plus en plus importantes. Et quand on met la main comme ça pour protéger ce qu'on a, vous voyez que cette main, elle n'est pas très loin de quelque chose qui va cogner pour se protéger. D'accord? Et de l'autre, on a des tas de gens, des tas de nations qui, elles, ouvrent les mains parce qu'elles sont vides et qu'elles ont besoin d'un certain nombre de choses. Nous sommes, de toute façon, à un moment ou à un autre, nous serons mis devant l'importance, l'impératif du partage. Parce que sinon, on va aller dans des conflits qui seront des conflits absolument incroyables. Des conflits entre des nations qui voudront protéger leurs richesses et des conflits avec des nations qui voudront acquérir un peu de richesse.